On sait beaucoup de choses sur la multitude d'espèces animales et végétales qui peuplent notre planète. On admire leur variété, leur beauté, leur prodigieuse capacité d'adaptation qui leur permettent de vivre partout, ou presque. Mais que sait-on de ce qui se passe sous nos pieds, dans les couches supérieures du sol et dans ses profondeurs? Dans son voyage au centre de la Terre, Jules Verne décrit des grottes et des gouffres où survivent une faune et une flore rescapées de la préhistoire. Pure fantaisie? Pas sûr. Des scientifiques nous invitent à pénétrer avec eux dans ce dédale souterrain qui nous réserve d'immenses surprises. Ils nous entraînent dans des cavités monumentales façonnées par l'eau et le temps. Ils nous font découvrir des joyaux minéraux d'une beauté sidérante. Ils nous révèlent une faune dont certaines espèces défient l'imagination. La première créature que l'on rencontre lorsque l'on pénètre dans une grotte est bien souvent une chauve-souris. Cet animal étrange vit à la frontière entre deux mondes, le nôtre et le monde souterrain. La chauve-souris est troglophile, ce qui signifie qu'elle occupe occasionnellement les cavités souterraines, mais qu'elle ne saurait vivre en permanence dans ce seul environnement. Par ses allées et venues entre le monde de surface et celui de la grotte, elle tient un rôle inattendu, de ravitailleur du monde souterrain. Donc là, en fait, c'est du guano de chauve-souris. Et du guano de chauve-souris, on va en trouver un petit peu partout dans la grotte, parce que quand elles volent, elles peuvent déféquer, mais aussi sous les colonies ou sous les reposoirs nocturnes qu'elles ont dans la cavité. Et toute cette matière organique qu'elles apportent va être profitable en fait, à de nombreuses espèces animales. Elle est le premier maillon d'une chaîne alimentaire fragile. La chauve-souris se nourrit d'insectes nocturnes que très peu d'espèces ont la capacité de chasser. Douée d'une agilité sans égale, elle saisit ses proies en vol avec ses pattes arrière. Ces prouesses acrobatiques, dans une obscurité totale, résultent d'une adaptation longue de 50 millions d'années. Afin de percer les secrets de leur habileté en vol, Tanguy Stockley se faufile avec difficulté dans les passages étroits que les chauves-souris empruntent. Pour les filmer, le biologiste installe une batterie de projecteurs de lumière infrarouge qui préserve l'obscurité. Là, les chauves-souris, actuellement, la colonie est à plus de 150 mètres de profondeur encore. L'entrée, elle est à 50 mètres. Et elles vont mettre, quand elles sortent le soir, elles mettent quelques secondes pour évoluer dans ces endroits très, très étroits. Pour voler à plus de 30 km/h dans les méandres obscurs du monde souterrain, la chauve-souris dispose d'un extraordinaire outil de navigation. C'est son système d'écholocation. Elle émet en permanence des séries d'ultrasons qui ricochent sur les parois des grottes et lui reviennent. Elle se représente ainsi l'espace en 3 dimensions et évite facilement les obstacles. Elle reçoit évidemment une quantité d'échos incroyable, surtout dans des environnements aussi encombrés qu'ici, j'ai envie de dire. Et du coup, ce qui est très impressionnant, c'est qu'elles analysent à une vitesse incroyable, c'est cet écho. Elles ont des connexions neurologiques 1000 fois plus rapides que les nôtres. Tanguy Stockley filme avec une caméra haute vitesse, à plus de 2000 images par seconde, pour décomposer le vol des chauves-souris. Le relief accidenté des grottes semble avoir façonné le vol de ces mammifères volants. Leur capacité à infléchir soudainement leur trajectoire est stupéfiante. C'est des animaux qui, je pense, au niveau du vol acrobatique, ou en tout cas dans les manœuvres et tout ça,
Il n'y a pas d'équivalent chez les oiseaux. Et ça s'explique tout simplement que les doigts des chauves-souris vont jusqu'au bout des ailes. Et elles sont capables de plier juste une phalange pour corriger un petit peu leur vol. Et tout ça à une vitesse fulgurante. Au fil de sa longue adaptation, durant laquelle se sont perfectionnés son vol battu et son sonar, la chauve-souris est devenue un agent de liaison indispensable entre la surface et les entrailles de la Terre. Et c'est vrai que les chauves-souris sont à la tête de tout un écosystème qui se met en place grâce à cette matière organique. Sans elle, en fait, cette vie souterraine disparaîtrait. Que ce soit des micro-organismes, mais aussi des insectes, etc., quoi. Enfonçons-nous à la découverte de cet écosystème fragile, situé aux limites du territoire des chauves-souris. C'est ici que débute le monde de Cédric Alonso, un biospéléologue. Il étudie avec patience et rigueur la faune minuscule habitant les cavités. Les espèces sont si petites que l'inventaire d'1 mètre carré peut lui prendre plusieurs heures. Le milieu souterrain n'est pas que minéral. On va trouver de la vie dans la quasi-totalité des grottes du monde. Il existe une faune particulièrement bien adaptée à l'obscurité qui ne sortira pas des grottes, une faune dite troglobie, dont l'étude est particulièrement intéressante pour les scientifiques ou quiconque veut cerner des phénomènes d'adaptation au milieu, l'évolution dans les grandes lignes. Les espèces qui composent cette faune troglobie se sont si bien adaptées aux contraintes du monde souterrain qu'elles seraient désormais incapables de survivre en surface. Toute une chaîne alimentaire s'est organisée dans l'obscurité. Enfermée dans un monde clos et minéral, la faune troglobie dépend cependant de l'extérieur pour survivre et s'épanouir. Outre les déjections que les chauves-souris déposent sur le sol, des déchets organiques de surface peuvent arriver par l'entrée de la grotte, ou bien être charriés par les eaux d'infiltration. Comment ces animaux minuscules ont-ils colonisé le monde souterrain? Alors, il est caché derrière le caillou, mais là, on est sur un Typhloblanulus, donc c'est un mille-pattes. Il y en a à la surface qui lui ressemblent beaucoup, généralement colorés. Ce qu'on appelle vulgairement des yules, ce sont des mille-pattes qui se mettent en boule. Là, c'est un beau troglobie de grande taille. Beaucoup d'entre eux ont un ancêtre qui vient de la surface. On retrouve souvent la forme primitive dehors. Et il est donc normal d'observer des similitudes au niveau des formes, comme les Typhloblanulus par exemple, qui ressemblent trait pour trait aux mille-pattes qu'on va avoir dehors, mais avec les caractéristiques dues à la vie dans l'obscurité. Les troglobies ont donc pour ancêtres des animaux de surface, piégés sous terre lors d'aléas climatiques ou géologiques, qui se sont produits il y a des milliers d'années. Si l'épiderme des individus qui vivent toujours en surface est coloré d'un pigment sombre, qui les protège de la lumière du jour, cette protection est inutile pour ceux qui vivent dans l'obscurité. C'est pourquoi les descendants troglobies ont perdu leur pigmentation originelle. Autre différence notable, l'allongement des pattes et des antennes. Les habitants de surface ont des yeux qui leur permettent de se déplacer facilement tout en évitant les obstacles. Les troglobies, eux, n'ont pas d'organes visuels, qui dans les ténèbres ne leur seraient d'aucune utilité. Leurs yeux peuvent être remplacés par des organes tactiles. Chez certaines espèces, ceux-ci dépassent la taille de leur corps. Les troglobies procèdent donc souvent par tâtonnement.
milieu aquatique souterrain est lui aussi colonisé par des espèces troglobies. Notamment par de nombreux crustacés, dont certains ressemblent étonnamment à des crevettes. Il y a tellement d'espèces en fait sous terre que chacune presque a son histoire. Certains crustacés aquatiques ont une origine marine. La mer recouvrait cette partie de la France il y a des centaines de milliers d'années. Ils vivaient dans des fissures, la mer s'est retirée. Les bêtes se sont retrouvées piégées dans le karst et puis l'eau de pluie d'infiltration, avec le temps, elle adoucit cette eau salée et permet à ces bêtes d'évoluer, de s'adapter à l'eau douce. Et aujourd'hui, on a du crustacé, on dirait des crevettes, cavernicoles. Dans les eaux souterraines, la nourriture est bien plus rare que dans les rivières ou mares de la surface. La trouver nécessite une grosse dépense d'énergie et les plus faibles ne résistent pas aux périodes de disette. Les plus voraces, comme les Niphargus, se nourrissent alors de leurs cadavres. Plus on s'enfonce dans les eaux souterraines et plus l'accès à la nourriture devient problématique. La rareté des ressources n'a pas empêché le plus grand prédateur cavernicole d'Europe de s'installer là, il y a près de 30 millions d'années. Son mode de vie est des plus étonnants. Il vit caché dans des petites failles. Son territoire est si difficile d'accès qu'aucun spécimen adulte n'a pu être observé dans son milieu naturel. Cet animal prodigieux est le protée, surnommé salamandre blanche ou salamandre des grottes. Pour percer les secrets de cette énigme vivante, quasi inaccessible, la recherche scientifique française a creusé un laboratoire souterrain à Moulis, au pied des Pyrénées. Olivier Guillaume, biologiste au CNRS, s'interroge sur la longévité extraordinaire d'un animal de si petite taille. Le protée est un amphibien donc proche des tritons et des salamandres. C'est le seul vertébré cavernicole d'Europe. Donc il a développé des caractéristiques propres aux cavernicoles, il est notamment dépigmenté. Ces animaux ici là, que je tiens, là, en fait, ce n'est pas un adulte encore, il a 14 ans. La maturité sexuelle s'acquiert vers l'âge de 15 ans et il peut vivre à peu près 80-100 ans. Le développement du protée est particulier. Au stade larvaire, ses ressemblances avec ses lointains cousins tritons ou salamandres sont frappantes. Les larves de l'un et de l'autre respirent par des branchies externes. Mais lorsque le triton des eaux de surface se métamorphose et devient adulte, il perd ses branchies et développe des poumons. Le protée n'a pas de poumons. Toute sa vie, il respirera par ses branchies. Il restera à l'état de juvénile tout en acquérant une maturité sexuelle et une aptitude à la reproduction. Il possède des yeux à sa naissance, mais qui dégénèrent rapidement par la suite. Le protée s'oriente très bien dans son environnement en utilisant des pistes olfactives, donc il libère des phéromones, ce sont des molécules donc odorantes, et donc il peut remonter ces pistes un petit peu à la manière des fourmis. C'est un animal qui bouge peu. En fait, l'essentiel de son temps, il le passe coincé dans une fissure. Alors, c'est vrai que dans son environnement qui est dépourvu de ressources alimentaires, en fait, c'est comme s'il s'économisait. Et par ailleurs, il ne connaît pas de prédateurs, donc il n'a pas nécessité de développer de comportement de fuite. Blotti dans une faille de la roche ou tapi sous une pierre, le protée attend patiemment que la nourriture vienne à lui. Dans un milieu d'une pauvreté extrême, il est réduit à compter sur le hasard qui lui apportera des débris venus de la surface.
Expérimentalement, donc, il a été mis à jeun pendant plusieurs mois et on observe en fait qu'il ne maigrit pas ou très peu. Donc il a de très grandes capacités à jeûner. Dans la littérature, on trouve notamment des mentions donc, de mise à jeun pendant plus de 48 mois sans mort des animaux. Supporter sans dommage 4 années de jeûne, pour un animal dont la durée de vie est de plus de 80 ans, est un mystère qui fascine plus d'un chercheur. Lorsqu'on regarde le comportement du protée, on s'aperçoit qu'il peut rester plusieurs jours totalement inactif, donc sans bouger. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne maintient pas un rythme au niveau de son métabolisme. C'est un petit peu comme chez l'homme, où pendant la phase de sommeil, bien que l'organisme reste relativement inactif, il y a des rythmes de production, notamment d'hormones du sommeil, d'hormones liées au réveil. La station d'écologie expérimentale de Moulis recrée le milieu naturel dans lequel évolue le protée. La température de l'eau doit rester stable et l'obscurité doit demeurer constante. Les mouvements des pensionnaires captifs sont enregistrés en permanence par des caméras infrarouges. On mesure la consommation d'oxygène, qui est un bon repère pour analyser leur activité métabolique. Plusieurs mois de données, enregistrées par un appareillage automatisé, sont nécessaires pour produire des résultats. Toujours très longs à venir. Malgré son peu d'activité et l'absence d'alternance jour-nuit, Olivier Guillaume a constaté que le protée enchaînerait des cycles métaboliques de 10 à 12 heures, sans doute hérité de ses lointains ancêtres. L'avantage de maintenir de tels rythmes dans un environnement constant serait en fait un moyen de mesurer pour lui le temps et donc de développer une stratégie de gestion de l'énergie. L'inactivité du protée pourrait être un des facteurs qui pourrait expliquer sa grande longévité. On estime que le protée peut vivre plus de 80 ans, peut-être 100 ans. En fait, en ne dépensant pas donc d'énergie en restant inactif, donc il ne produit pas de sous-produits toxiques susceptibles de créer des attaques cellulaires et provoquer ce qu'on appelle une sénescence, donc un vieillissement. L'extrême économie de vie du protée est le prix à payer pour survivre dans les conditions drastiques d'un environnement souterrain particulièrement austère. Ce prédateur ultime est à la merci des animaux troglobies, dont il mange les larves et les restes lui arrivant par les écoulements souterrains. Il est également suspendu à la matière organique que lui apportent les eaux de surface par infiltration. Indispensables à la vie souterraine, ces eaux sont aussi à l'origine de la formation de la plupart des grottes. Les eaux de pluie, ou celles qui proviennent de la fonte des glaces, sont acides et chargées en minéraux. Elles s'insinuent dans les failles du sol et entament un long périple souterrain. Les grottes ne se forment que dans les sols qui sont favorables à leur apparition. Les calcaires sont de ceux-là. Ils sont tendres et vulnérables à l'acidité. La force mécanique de l'eau qui arrive de la surface attaque le calcaire et son acidité le dissout. Chaque goutte qui tombe de la voûte, chaque filet d'eau qui ruisselle le long de la paroi, dépose une infime charge minérale qui s'ajoute aux précédentes. C'est ainsi, goutte après goutte, que le monde souterrain se minéralise.
et ce processus se déroule sur des milliers d'années. Naissent alors de fantastiques cathédrales souterraines. Leur architecture baroque résulte des caprices de la roche et de l'eau. C'est ainsi qu'ont été sculptés les drapés, les piliers, les forêts de colonnes qui font le décor des grottes les plus riches. Dans un univers où il n'y a plus que de la roche et de l'eau, le monde animal tel qu'on le connaît rencontre ses limites. Ici commence le règne d'une autre forme de vie. Il y a quelques années, après une progression de plusieurs heures dans un boyau très étroit, une équipe de spéléologues menée par Michel Randa fait une découverte intrigante. Pressentant qu'ils sont en présence d'une formation minérale à ce jour inconnue, l'équipe condamne l'accès de la grotte pour empêcher toute dégradation et alerte Sylvain Monteux, un ancien membre de leur groupe de spéléologie qui est désormais biologiste à la Umeå University de Suède. Ce qu'on appelle les concrétions, c'est tout simplement le calcaire qui est contenu dans l'eau, qui cristallise quand l'eau s'évapore et qui donne ses formes, donc les stalactites ou les stalagmites, ou aussi des coulées stalagmitiques qui se déposent sur la roche, ou bien des draperies par exemple, qui sont aussi assez célèbres. Mais ça peut aussi prendre d'autres formes et suivre par exemple un courant d'air ou l'agitation des molécules de l'air. On appelle ça les excentriques. Comme leur nom le laisse comprendre, les excentriques croissent de manière chaotique, alors que les concrétions classiques sont structurées par la gravité. On explique leur absence d'orientation par le fait qu'à certains endroits d'une cavité, les forces de la pesanteur, de capillarité et de cristallisation sont équivalentes. En conséquence, elles se neutralisent et les concrétions qui se développent à ces endroits-là croissent de manière aléatoire. Les concrétions découvertes par le groupe de Michel Randa sont certes des excentriques, mais elles présentent des caractéristiques troublantes. Les brins sont d'un diamètre supérieur à ce qu'on voit d'ordinaire, et par endroits, ils se développent à l'encontre de la gravité. Étrangement, les arborescences évoquent des plantes, mais des plantes qui seraient minérales. Les spéléologues sont face à une énigme. On voit ces structures qui ressemblent donc un peu à des ponts, donc où typiquement on voit cette concrétion qui monte, qui touche le plafond et puis qui repart, qui rejoint un autre point du plafond, qui continue comme ça. C'est vraiment des structures inhabituelles, quoi. Donc ces ponts, on les voit à de nombreuses occasions, on les retrouve partout où ces colonies existent. C'est quand même difficile de croire que c'est que du hasard, quoi. Donc maintenant, on a commencé à penser que c'était vraiment biologique. Pour tenter d'élucider le mystère, Sylvain Monteux décide de prélever un échantillon et de le soumettre à l'examen du scanner. C'est le résultat du scanner. Il n'y a que deux couleurs là, c'est orange pour ce qui est biologique et jaune pour ce qui est minéral. Donc ce qu'on voit bien, c'est que c'est complètement imbriqué l'un dans l'autre. Il y a du biologique à la surface, il y a du biologique à l'intérieur, mais aussi à l'intérieur même du minéral, pas seulement à l'intérieur du tube. On observe que c'est toujours complètement mélangé. C'est pas une présence aléatoire comme ça de bactéries dans la concrétion. Elles sont vraiment à l'origine de la structure, de la fabrication de leur structure. À l'origine, ou alors elles l'ont transformé, ça on peut pas vraiment le dire encore, mais elles sont clairement impliquées dans la fabrication de ces tubes. Si l'on se fie au scanner, ce ne serait pas l'écoulement de l'eau, ni la gravité, ni les courants d'air qui seraient à l'origine de ces concrétions d'un type inconnu, mais des millions de bactéries. Elles transformeraient la roche en calcite et au fil de leur développement, formeraient ces étonnantes arborescences minérales.
une question cependant intrigue. Pourquoi certains brins remontent-ils vers le plafond? Juste au-dessus de ces concrétions, il y a une couche plus foncée, donc dans laquelle on retrouve des métaux lourds, comme par exemple du cuivre, de l'uranium ou du zinc, et où on retrouve aussi beaucoup de soufre. De voir cette couche-là, vraiment visible à cet endroit-là, et ces concrétions qui remontent vers le plafond, ça nous a vraiment laissé penser que les bactéries tentent peut-être à essayer de remonter vers le plafond pour se nourrir de ce soufre, parce que c'est connu que des bactéries savent utiliser le soufre pour se développer. Une particularité structurale retient également l'attention du scientifique. À plusieurs endroits, des tubes sont connectés à d'autres. On sait que les bactéries arrivent à communiquer entre elles à très petite échelle. Ça s'appelle le quorum sensing. Et ce qu'on peut penser, c'est que ces bactéries-là, qui sont capables de s'orienter, dans ce milieu qui est vraiment très calme de l'air souterrain, seraient capables de sentir ces molécules depuis une distance plus grande et donc de se diriger les unes vers les autres. L'analyse ADN de ces concrétions confirme la présence de bactéries décelées par le scanner. Et elle atteste aussi d'une grande diversité. 30% d'entre elles appartiennent à des espèces non répertoriées. Alors c'est vrai que jusqu'à récemment, on s'était pas forcément intéressé à ce qui vivait dans la roche. Et puis on se rend compte que la roche, c'est pas un milieu vide, c'est pas un milieu mort. Et donc cette frontière que les grottes représentent entre le biologique qu'on connaît et le minéral, ça pourrait être en fait juste une porte d'entrée sur ce milieu vivant souterrain qui est gigantesque. Les travaux sur ces bactéries n'en sont qu'à leur début. Mais ils se révèlent très prometteurs pour l'étude de l'organisation de la vie souterraine. Les bactéries, souvent capables de se nourrir de soufre ou de métaux lourds, seraient-elles les seuls organismes à pouvoir coloniser les profondeurs du monde souterrain? Le point le plus bas jamais atteint par l'exploration spéléologique est de 2000 mètres sous la surface. Seules les mines, et notamment celles d'Afrique du Sud, descendent encore plus bas et donnent accès aux profondeurs extrêmes. Dans la mine de Béatrix, le zoologiste Gaëtan Borgoni décide d'entreprendre des recherches sur la présence d'organismes multicellulaires à 3300 mètres de profondeur. Son projet a suscité l'incrédulité, tant il semble extravagant. La vie souterraine est bien plus compliquée que ce que l'on pensait. Il y a quelques bactéries extrémophiles, invisibles à l'œil nu, et il s'y passe des choses très étranges, mais l'idée qu'il pourrait y avoir des organismes multicellulaires complexes était considérée comme complètement dingue. L'eau est indispensable à la vie. Gaëtan cherche donc la présence d'organismes dans les eaux d'infiltration de la mine. On a ici un forage dans une faille. Et il y a beaucoup de pression, comme vous l'avez vu. Nous avons attaché cet appareil ici. Il est prévu pour retenir tout ce qui est plus gros qu'une bactérie. Il y a un petit filtre, et dans ce filtre, on veut que l'eau soit exactement la même que dans la roche. C'est pourquoi on a une petite roue ici qui empêche toute remontée de corps étrangers. On laisse ensuite cette installation pendant des jours, des mois ou des années. Et quand on revient, on détache l'ensemble, on va au labo, on l'ouvre dans des conditions stériles et on regarde ce qu'il y a dedans. Le premier échantillon prélevé par le filtre contenait des vers nématodes. Des petits vers dont le corps n'a pas d'anneau.
Un nématode est un ver rond. Il y en a partout, des mers les plus profondes jusqu'aux montagnes les plus hautes. Ils mesurent de quelques microns à plusieurs mètres de long. Et si on les retrouve partout, c'est qu'ils s'adaptent très facilement à leur environnement. Ils sont en fait restés très archaïques. Les nématodes font partie des plus anciens animaux multicellulaires qui existent. Ils possèdent des caractéristiques biochimiques que l'on ne retrouve que dans les plantes, ainsi que des caractéristiques génétiques qu'on ne trouve que dans des bactéries, ce qui confirme qu'ils sont très anciens d'un point de vue évolutif. Pour tâcher de comprendre de quoi ces vers se nourrissent à une telle profondeur, Gaëtan Borgoni se rend dans une vieille mine de diamants, Star Diamond, ouverte dans les années 1900. Pour Gaëtan, il n'y a aucun doute. Les vers nématodes puisent leur nourriture au cœur même de la roche. Il découvre dans la mine un indice capital, des colonies bactériennes qui s'accumulent dans un écoulement d'eau sous forme de filaments blancs. Avec un endoscope, il remonte plus en amont dans le tuyau pour en savoir davantage sur ces bactéries. Nous avons un forage ici s'enfonçant d'environ 30 cm dans la roche et se terminant dans une petite cavité où nous retrouvons cette abondance de bactéries. C'est la première fois que nous avons observé cela. Nous en avons collecté quelques échantillons et ils contenaient des nématodes. Donc nous avons prouvé que les nématodes s'épanouissaient à l'intérieur du biofilm bactérien. Et nous avons aussi montré que ce biofilm est en fait très grand. Il est bien plus grand qu'on ne l'avait imaginé. Selon toute vraisemblance, les nématodes se nourrissent de ces bactéries. Et il semblerait que chaque fissure de la roche dans laquelle l'eau s'infiltre, même minuscule, constitue un écosystème en soi. Voilà qui bouleverse l'idée qu'on se faisait du monde souterrain. Si vous pensez à ce qui se passe sous la surface du sol, la plupart des gens croient qu'à cause de la pression, il n'y a pas d'espace. Tout y est si comprimé qu'il n'y a pas d'anfractuosité. Mais c'est exactement le contraire. En fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour avoir beaucoup de vie. Pensez à la taille de votre pouce. C'est assez grand pour y trouver des nématodes, des bactéries, des vers plats, des arthropodes. Donc, une anfractuosité de la taille d'un pouce n'est peut-être pas aussi vaste que les grandes plaines africaines, mais c'est suffisant pour que la vie s'y développe à foison. Les nématodes pourraient-ils réellement coloniser le moindre espace disponible? Poursuivi par une intuition, Gaëtan Borgoni retourne à la mine de Béatrix. Il prélève une stalactite en formation pour en étudier la structure en laboratoire. Quand vous regardez la stalactite au scanner, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une masse solide de cristaux, mais qu'en fait c'est creux. Et vous voyez très clairement qu'il y a de nombreux vides, où vous pouvez facilement imaginer que des nématodes pourraient vivre. Le microscope électronique permet d'ouvrir virtuellement la stalactite. Vous voyez en rose la couche extérieure, celle qui est rigide, dure. La couche marron, c'est le biofilm bactérien. Et en bleu, ce sont en fait les nématodes qui vivent à l'intérieur de la stalactite. Ce que les gens ne réussissent pas à saisir encore, c'est que les études semblent de plus en plus indiquer que si vous prenez une balance et que vous mettez toute la vie souterraine d'un côté et toute la vie de la surface de l'autre, la balance va pencher comme ça, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de vie sous nos pieds qu'il y en a en surface. Et c'est vraiment très étonnant si vous commencez à y penser. On sait donc que les organismes multicellulaires qui vivent à des grandes profondeurs se nourrissent de bactéries. Mais cette réponse renvoie à d'autres questions. De quoi les bactéries se nourrissent-elles? Comment colonisent-elles les roches du sous-sol? Une partie de la réponse se trouve en Islande.
Le volcanisme y est extrêmement actif et on y exploite l'énergie géothermique depuis longtemps. Des forages captent en profondeur les gaz chauds des volcans et les remontent à la surface où ils font tourner les turbines de centrales électriques. Ces gaz de volcan contiennent des quantités importantes de gaz carbonique, autrement dit, du CO2. Pour empêcher qu'ils ne polluent l'atmosphère, les Islandais les réinjectent dans le sous-sol. Ils pensent que sous les hautes pressions des profondeurs, le carbone du gaz se transformera en carbonate, c'est-à-dire en minéral, et se stabilisera. Pour Bénédicte Ménez, géomicrobiologiste à l'Institut physique du globe de Paris et son équipe, les sites islandais sont une aubaine pour étudier les bactéries du sous-sol. L'expérience islandaise, c'est l'occasion d'avoir une grande manip à l'échelle du kilomètre avec des quantités énormes de carbone injecté et donc on va pouvoir vraiment en temps réel suivre l'évolution de ces écosystèmes et la façon dont ils vont, de manière positive ou négative, réagir à ces injections de carbone. Pour savoir comment les organismes du sous-sol islandais réagissent aux injections massives de CO2, il faut forer les roches qui forment la croûte compacte du manteau. Trouvera-t-on des bactéries en grand nombre dans les carottes de roche que la foreuse remonte à la surface? Ce qui va déterminer la limite maximum pour laquelle on va trouver de la vie en profondeur, ça va être la température. Et donc, il n'y a pas de vie après 120 degrés, d'après ce qu'on sait actuellement. Et 120 degrés, en termes de profondeur, ça équivaut à une dizaine de kilomètres en fonction des régions. Bénédicte Ménez n'a pas pour ambition d'atteindre cette limite. Elle s'intéresse à la zone située entre 400 et 500 mètres de profondeur, là où le CO2 a été injecté. Les carottes de forage sont une occasion unique d'accéder à cette vie microbienne encore très mal connue. Sous les hautes pressions du sous-sol tassant les roches, les bactéries sont contraintes de profiter des moindres microcavités pour s'installer et se développer. Au premier coup d'œil, Bénédicte et son équipe repèrent une coloration verte qui aiguise leur curiosité. Ce biofilm vert et orange, il est vraiment partout, avec quelquefois ces petits cristaux blancs de carbonate. Et quelle que soit en fait la porosité de la roche, même dans les zones les plus denses, on a ce biofilm vert qui remplit tous les pores, les fractures. Et ça fait 30 mètres qu'on a ça depuis qu'on a atteint la profondeur 410 mètres. C'est étonnant parce qu'en fait, tout ce CO2 n'aurait pas été converti dans les minéraux, mais ce serait plutôt tous les micro-organismes qui l'auraient assimilé pour grandir, remplir tous les pores de la roche et se développer. Les bactéries, en effet, sont extrêmement nombreuses, à une profondeur où normalement la nourriture est très rare. Leur étonnante profusion pourrait donc résulter de l'injection de gaz carbonique dans le sous-sol. Pour en avoir le cœur net, Bénédicte et son équipe fractionnent des échantillons et préparent chimiquement quelques spécimens pour les étudier de plus près. Afin de comprendre d'où ces bactéries tirent leur nourriture, les scientifiques ont dû mettre au point un microscope spécial, qui à l'échelle d'un micro-organisme permet de distinguer les cellules biologiques des minéraux, et ainsi d'analyser leur interaction. T'as trouvé quelque chose alors, dans les échantillons de roche qu'on a ramenés l'autre jour? Oui, alors j'ai fait une coloration là pour mettre en évidence les micro-organismes. Tout ça, c'est des petites cellules qui s'associent les unes aux autres et ça fait des grands filaments bactériens qu'on voit ici en vert.
qui s'encroutent peu à peu par des minéraux. On les voit là aussi. Donc les minéraux apparaissent en rose, là tu vois, avec les chaînes de bactéries en vert. Là, ça serait intéressant de savoir exactement de quoi ils se nourrissent. Alors du coup, elles sont en train de complètement transformer la roche en l'altérant et en créant ces nouvelles structures. Et il se passe plein de réactions chimiques plus en profondeur et ce serait vraiment intéressant de savoir si elles sont capables de se développer à partir de tous ces composés. Ce qui est étonnant, c'est que là, elles se nourrissent vraiment des fluides profonds. Donc c'est complètement indépendant de ce qui se passe à la surface. Le microscope est formel. Il y a bien interaction entre les bactéries et le minéral. Ceci n'explique pas pour autant où ces bactéries trouvent la matière organique nécessaire à leur nourriture dans un milieu compact et très éloigné de la surface. À moins, se demande Bénédicte Ménez et son équipe, que cette matière organique ne soit produite par la roche elle-même. Ces roches, elles sont pas censées être à la surface de la Terre. Donc à partir du moment où on va les mettre en contact avec l'eau, elles vont se déstabiliser et elles vont transformer cette eau en hydrogène. Et l'hydrogène, en fait, c'est la clé entre le monde inorganique et le monde organique. Le contact entre l'eau et la roche produit une réaction chimique qui libère de l'hydrogène. Ce gaz s'associe avec du carbone présent de façon naturelle ou artificielle dans les interstices de la roche. Cette combinaison génère des molécules organiques complexes, parmi lesquelles on trouve du méthane. Or, le méthane est un aliment de choix pour les bactéries. Les bactéries trouveraient donc ainsi une nourriture abondante au cœur du manteau rocheux. Nous atteignons ici la frontière entre le minéral et l'organique. Cette découverte est une avancée importante dans la compréhension du vivant. Parmi les molécules produites, on trouve certains acides aminés qui constituent les briques élémentaires de la vie. Notre corps, comme tout ce qui vit sur Terre, est composé pour l'essentiel d'acides aminés et d'eau. Le monde souterrain n'est pas le siège des enfers où séjourneraient les ombres des morts, comme le croyaient les Grecs anciens. On se demande aujourd'hui s'il n'a pas participé activement à l'apparition de la vie sur notre planète. L'exploration des entrailles de la Terre imaginée par Jules Verne n'en est qu'à ses débuts. Elle nous réserve sans doute autant de surprises que nous en apporte l'exploration de l'univers.